Nous allons donc commencer avec des remarques de Jacques Mistral du Cercle des économistes qui va nous parler quelques minutes. Moi, mon rôle va se limiter dans cette séance à celui de gendarme. J'ai pour instruction d'être intraitable sur les horaires. Voilà, donc Jacques, en tout cas, je sais, va les respecter déjà. Merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler du rôle de l'État dans le prolongement de ce qui a été dit hier en introduction. Et je voudrais faire un lien avec les premiers mots d'introduction hier qui sont partis du caractère tout à fait exceptionnel de la période depuis 3 siècles, exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, la période qui depuis 3 siècles a vu le monde occidental acquérir et transformer une position, disons pour être simple, une position dominante dans l'économie globale. Et je voudrais partir de là en me tournant vers le rôle de l'État parce que beaucoup de travaux ont permis de mieux comprendre cette dynamique exceptionnelle de l'Ouest, l'avance prise par rapport à d'autres continents temporairement. Et ces travaux ont mis en avant 2 types de facteurs importants. L'un, naturellement, que tout le monde a en tête, c'est la technologie, l'innovation, la connaissance rationnelle mise au service de buts de progrès matériel. Et on voit bien, on a mis l'exemple en tête de la façon dont depuis le XVIIIe siècle, la technologie a été un puissant moteur de ce dynamisme occidental. Mais ces travaux auxquels je fais référence brièvement ont aussi mis en évidence un autre paramètre qui explique cette avance, ce dynamisme, et qui est lié au jeu des institutions. Et quand on dit les institutions, on peut penser à beaucoup de facteurs, par exemple la sécurité juridique, le droit de propriété, des choses de genre. Mais l'élément central quand on va au noyau dur, c'est la relation entre l'État et la constitution du marché. Et ce qui est frappant, c'est que cette relation entre l'État, l'intervention des gouvernements et le bon fonctionnement des marchés est quelque chose qui a été extraordinairement flexible dans l'histoire de ces 3 siècles. Il n'y a pas un modèle occidental de lien entre le gouvernement, l'État et le marché. Il y en a plusieurs qui se sont succédés. Il y a le modèle, disons, libéral dans son fonctionnement domestique, mais très interventionniste à l'international, qui a été le modèle du XIXe siècle. Il y a, pour simplifier à très grands traits, le modèle, disons, de l'État-providence, qui, après la Seconde Guerre mondiale, a tiré les leçons de la crise, d'un capitalisme instable à cause des cycles, des dépressions, de la finance. Et puis, il y a eu la réaction Thatcher-Reagan et le retour à une conception d'un État au service des forces d'un marché plutôt peu régulé ou autorégulé. Alors, il y a une façon de voir cette succession historique. Il y a une façon très idéologique de voir cela en disant qu'il y a une lutte titanesque entre 2 conceptions, dont l'une est bonne et l'autre mauvaise. Il y a ceux qui pensent que le dynamisme de l'économie de marché, du capitalisme, c'est le free market. On peut penser, c'est le gouvernement minimal et c'est l'ambition politique du Tea Party aux États-Unis, par exemple, d'aller dans cette direction le plus fortement possible. Et puis il y a au contraire ceux qui restent tentés par l'idée que l'intervention du gouvernement est un peu la solution à tous les problèmes du temps. Et comme disait Sylvie à l'instant, on ne peut pas dire que ce soit une tentation qui est totalement disparue, y compris en France. Moi, j'ai une lecture différente de cette brève histoire que je viens de tracer. C'est le fait que ce dont a su faire preuve l'Occident pendant cette période, c'est d'une flexibilité dans laquelle, selon les contraintes et les opportunités de chacune des périodes, eh bien, cette articulation a su être recomposée. Et je pense que nous sommes à une période où, après 25 années dans lesquelles on a beaucoup mis l'accent sur le thème de l'autorégulation et des marchés, eh bien, on est de nouveau à une période où, comme le veut le titre de ce panel, il y a un nouvel équilibre à rechercher et c'est la direction dans laquelle nous avons composé le déroulement de cette table ronde qui, effectivement, à travers des enquêtes sur les transformations de l'État dans le monde, à travers un certain nombre de témoignages sur des pays qui ont su transformer, réformer le rôle de l'État hérité des 25 dernières années, à travers une réflexion académique ou pratique, c'est cela sur quoi nous souhaitons vous donner ce matin des éléments de réflexion et je m'en arrête là. Merci. Jocelyne, c'est à vous.
Merci. Ça va? Ça va le micro? Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci de l'occasion de faire connaissance et d'échanger avec vous. Je vous parlerai de l'importance du rôle de l'État, de l'importance des institutions publiques sans ironie. Et j'abonderai dans le sens des commentaires de Jacques Mistral de l'importance de bâtir la capacité de recombiner de façon différente les enjeux, l'autorité de l'État et le pouvoir collectif. Et ce sera le thème principal de mon survol qui permettra à mes collègues de vous expliquer ce qui se passe dans différentes régions du monde, etc. Je vais faire mes remarques en anglais et je participerai à la discussion en français. Je fais ma présentation en anglais parce que je vais puiser à partir de travaux de recherche que j'ai eu le plaisir de diriger au cours des 2 dernières années, un projet de recherche international qui a impliqué la participation de 6 pays et de plus de 200 participants. Des décideurs, des parlementaires, des élus, des cadres supérieurs, des représentants du milieu académique. Et cette discussion aujourd'hui sera utilisée la semaine prochaine dans un panel semblable à celui-ci à Singapour. Alors, je fais mon topo en anglais, mais une Canadienne a tendance à passer de l'un à l'autre, alors ça pourrait arriver. So let me start by sharing with you one of the conclusions of this research project I just mentioned. I would say, welcome to the 21st century. Governing is not the same at every time, every circumstances, every moment, every space, every place. It is changing. And there are a number of unique characteristics to governing in the 21st century. Government are called upon to deal with an increasing number of issues which are of increasing complexity. They are called upon to serve in an environment which is characterized by volatility, uncertainty, and a higher risk of global cascading failures. Whether they are dealing with pandemia, whether they are dealing with natural disaster, whether they are dealing with financial crisis, they are dealing with an increasing range of issues of increasing complexity. This environment is the result of a merger, the merger of globalization and information technology revolution that was mentioned by Jacques. And therefore, in this hyper-connected and interdependent world, this world is prone to volatility and cascading failures. Now, to be fair, there's every reason to believe that the scale, the scope, and the frequency of crisis will continue to increase. So what we have to do is to build the capacity to deal with uncertainty as opposed to look at every crisis individually and say, oh my God, what am I going to do with this one? So the challenge is to prepare a government which are fit for the future, which means to be able to provide, to serve the public good and the collective interest in predictable circumstances, to have the capacity to deal with unpredictable events and even shock and turbulences of great magnitude. So traditional approaches to public decision-making are leaving government in a reactive position, which means unable to detect emerging issues in a timely way, which means unable to introduce actions that would reduce the risk of failure, even when the cost of these failures will be borne by society as a whole, and unable to introduce proactive intervention that would improve the likelihood of a more favorable future. Government interventions, and you can think of your own example, are taking place when issues reaches crisis proportion, when the cost is the highest for society, and the risk of impact is the greatest for the most vulnerable people in society. So basically, one of the conclusions of the research project I was conducting and was leading is that the practices inherited from the 20th century are insufficient to deal with the complex issues and intractable problem of the 21st century. And you cannot prepare government by holding on to the ideas of a previous era and by using the tools and practices that have been inherited from the industrial age. Different times require different ideas and an openness to different ways of doing things. So let's look around us. We are witnessing all at once a number of manifestation of weaknesses of our institutional arrangement. I would mention 3 types. We are witnessing the consequences of institutional deficit. By that I mean public institutions
when their capacity is not commensurate to the challenges at hand. For instance, the European project is facing difficulty because of a lack of common institutions to support it. Not because of a lack of good ideas, not a lack of goodwill, not a lack of commitment. Institutional capacity is not commensurate to some of the problems being faced in real time. Let me give you another example. We are witnessing the consequences of institutional breakdowns. This is when public institutions that have been designed for deliberation and consensus building are unable to make timely decisions because of entrenched position. The United States of America are facing a crisis of authority because the mechanism to enforce the will of the majority are weaker than ever before, while the power of single interest group is stronger than ever before. You have imbalances. We are witnessing the risk of chaos that follow when institutions are lacking. The Arab world is in crisis because hegemonic systems of whatever kind, wherever they may be, prevent the creation of institutional capacity, be it public, private, or civic society. So the conclusion I'm sharing with you is that institution matters, and they have a direct impact in the capacity of achieving results of high public value at a lower cost for society as a whole. I'm not talking only of the cost for government, overall cost for society. And as the unfolding events are revealing the weaknesses of our existing institutional arrangements, at the same time, we have fantastic laboratories all around the world. There are new practices emerging, and countries are experimenting with various ways of doing things. The state capitalism that everybody has been talking about in China, but also in many other countries. The democratic development capitalism being used in India, but also in Brazil and other countries. The entrepreneurship model that you would find in Singapore and Israel, all of those are experiment in progress. But I would add, preparing the way for my colleagues, that every one of them bring their own load of challenges and difficulties. And part of the difficulty is how all these systems will not only evolve, but co-evolve and work together in synergy. That will be an interesting discussion for this panel. But, mindful of the time, if the sun is also going to rise in the West, liberal democracies also need to reinvent themselves. A governance model that harnesses the benefit of market economy as a way of organizing productive activities. A model that uses democratic institutions as a way to forge consensus has contributed to the success of OECD countries. But continued success requires a constant search for balance. And when the balance is lost, we have significant risk of failures and crisis. We have learned a lot in recent past. We know that a government-centric approach is at risk of devaluing the contribution of other actors in society and at risk of crowding out the contribution of citizens. We know that too much reliance on government can create vulnerability and dependency, and we know that government program can create rigidities. But we've also learned that markets are not self-regulating, that corporations are not responsible for the public good, even if they are good corporate citizens, and that government are the stewards of the collective interests of their country, and they are the insurer of last resort of the worst crisis of our time, of whatever nature, whether they like it or not. So in the world in which we are, we're dealing with complex issues, and they have a number of characteristics. They cut across private, public, and civic spheres. They are intertwined. The economic, social, political, environmental, technological aspect of these issues are interconnected. No one is in control of all the tools to bring about a viable solution, and therefore it reveals the need for cooperation that cut across in a number of ways. They are multidimensional. Quick fixes, unidimensional solution will
fail. Whether you're dealing with sovereign debt crisis, whether you're dealing with security threat, whether you're dealing with poverty reduction or climate changes. Multi-dimensional approaches to problem solving is part of welcome to the 21st century. Okay, now, because of a lack of a better expression, my network has been using the expression an affirmative state. We're looking for an affirmative state, one which is neither minimalist nor overbearing, one which is able to promote and defend collective interests in all circumstances, predictable, uncertain, unpredictable. One that is able to recombine issues, state authority, and collective power in different ways, in different circumstances, to address different issues. It is a major challenge, but it is an exceptional opportunity to reinvent the interaction between state, market, and citizenry. So let me conclude. I think I'm still on time, am I? You're Okay. just on time. Okay, the greatest risk going forward is not about losing market confidence. It's about people losing confidence in the capacity of public institutions to defend and to promote their interest. The greatest deficit is not a fiscal deficit. It's a deficit of imagination to reinvent the interaction between state, market, and citizenry. The greatest risk is about people losing confidence. The greatest risks start when people believe that the system is rigged against them, when people get to the view that when people lose faith or lose hope in the collective capacity to invent a better future for themselves and for the next generation. Alors, permettez-moi de terminer en citant Jean Monnet. Rien n'est possible sans les hommes. Évidemment, il voulait dire également les femmes. C'est une autre époque. Mais rien n'est durable sans les institutions. Mais j'ajouterais qu'aucune institution n'a un droit dominant pour tous les temps. Les institutions qui se renouvellent, les institutions qui ont une capacité d'adaptation à des circonstances changeantes, les institutions qui ont une capacité de coévoluer avec la société, les institutions qui transforment la société et qui sont transformées par l'évolution de la société sont celles dont nous avons besoin. Et je dirais que les pays qui sauront se doter des institutions qui sont à la fine pointe des défis du 21e siècle auront un avantage concurrentiel important, parce qu'ils seront capables d'influencer le cours des événements en leur faveur et seront capables de prospérer même face à l'adversité. Ils seront capables de réagir dans des circonstances chaotiques et l'environnement complexe que nous vivons tous au 21e siècle. There's a quest for balance which is underway. It's taking place in many parts of the world. It's taking place in Europe. It's taking place in Asia. It's taking place in the America. I would propose that Europe, out of necessity, may be a place where a new balance is defined. And if that is the case, it will be one more time a source of inspiration for others. And that would be a huge contribution to the world. And I guess that's why we're here, meeting with you today. Thank you. Thank you. Le prochain orateur est Jeffrey Frieden de Harvard University, qui est l'auteur de plusieurs livres sur la politique économique des États occidentaux, notamment. Jeffrey, listening to Jocelyn about the reinvention of government, it suddenly reminded me of Al Gore, whose motto was reinventing government. Wasn't that about 20 years ago? Well, about that, yeah. You have 5 minutes. Thank you. I'm speaking largely about the position of those in industrial democracies, and I want to make 3 points. The first is that there is cause for optimism. The second, that there is cause for pessimism. And the third, that there is a need for realism. First, optimism. There is a very widespread view that there are tremendous differences in the industrial democracies with respect to the role of government. And I think that's not correct. In fact, there is an extraordinarily broad and deep consensus
in the industrial democracies about the role of government. If we think not in the last 10 years, but over the last 100 years in historical and comparative perspective, virtually the entire political spectrum in North America, in Japan, in Western Europe, in Europe, accepts that major governments must provide principal public goods, social insurance, a social safety net, and regulatory agencies. Except for the very extremes of the political spectrum, that is accepted very, very widely, even by the Tea Party, which is strongly supportive of a deep social safety net in the United States. Now, of course, so the intellectual and ideological challenges are exaggerated. Even in the US, all but the most extreme accept what we might think of as the modern welfare state, with social welfare policies, with public goods provision, with regulatory agencies. The differences, and they are substantial, have to do with how these things should be delivered, how wide and deep the safety net should be, how restrictive the regulatory interventions should be, and how they should be financed. So I think that's where we should start, by recognizing that there is a very broad agreement on what the modern industrial democratic state looks like. But there is, I think, second point, some cause for pessimism. There is a problem. People in almost every industrial democracy have lost faith in the role of government in their societies. If we look at the public opinion polls, and in fact there was one yesterday or the day before in Les Echos that said this precisely, and in virtually every country this is true. People are extremely favorable towards individual government programs, but extremely unfavorable towards government, politicians, political parties. That is, there is a general sense that government is not willing or able to act effectively to carry out its tasks. When we probe in public opinion polls what people think, they say, we don't want to give politicians and the government the freedom to move, to use money as they will, but we do like the programs that are in place. And I think that this is largely due to a very widespread perception, which in my view has some foundation in reality, that even the most worthy programs, and here I echo something that Jocelyn said, even the most worthy programs have been captured by powerful special interests. So everybody supports, for example, things like the infrastructure, highways, bridges, tunnels, but it is seen that these projects have been captured by greedy and ineffective contractors who steal money from the state and overcharge for the work they do. Everybody agrees in universal public education, but there is a perception that much of the money that is sunk in it goes to administrators or perhaps teachers who are not good teachers. Everybody believes in some sort of support for the elderly in old age insurance, but there is a sense that in many societies, the elderly are a powerful entrenched interest. An example from the United States is when Social Security, our old age pension system, our federal old age pension system was set up, the elderly were the poorest group in American society. Today, they are the wealthiest group in American society and one of the most powerful interest groups in the United States. Right. So to put in different terms, the perception is that these programs were put in place to protect the weak, but that what has happened is that at this point, they are defending, and government is defending, not the weak, but the insiders, those who have access to powerful government programs, those who are members of powerful trade unions, those who are public employees. And so what was originally seen as a way of protecting the weak has become a way of protecting powerful entrenched interests. And there is, I think, a rational or logical basis to this view, for the simple reason that even in the case of general public goods, different people have different incentives to lobby for them. The people who have the most powerful incentive to push for old age insurance are, of course, the elderly. So old age programs are designed under major political pressure from the elderly. National defense, everyone wants national defense, but the people with the most powerful incentives to push for particular programs are the military industry. So it is not surprising that even in these realms, in these public goods and social insurance realms, policies that people agree on tend to be hijacked or captured by particularistic interests. I think the perception is widespread that this is the case, and I think the evidence is
that there is a lot of truth to this perception. This feeds into my third point, which is the need for realism. So long as the perception and the reality reinforce the view that government cannot act without favoring particularistic interests, entrenched special interests, there will be a great deal of distrust in modern governments. Right? And those of us who believe, which I think is most of us, that government has a productive and constructive role to play in society, cannot simply ignore the widespread popular perception that special interests have run amok. We must, in fact, in my view, take this into account. It requires, I believe, a rejuvenation and a renewal of the social programs, of the public goods, of the safety net, of those things that make up the modern welfare state, not simply an insistence that we must continue doing as we have. In other words, I think that we must recognize that there is some realism to the charge that the state has been captured by powerful special interests, and that even in delivering goods that everyone wants, its role has been distorted to some extent. The way forward, in my view, is to rejuvenate and renew the policies that were put in place so many years ago. If we are not able to do that, otherwise, I think the prospects are for continued conflict, continued polarization, continued gridlock, as we would say in the US. Right? I do think we have the prospect of a renewal in our societies, and I think if we do that, we will be able to move forward with a government that can play a productive and constructive role in reconstructing our societies. Thank you. Thank you very much. Maintenant, l'orateur suivant est Kemal Dervish, que vous avez sans doute connu dans une autre incarnation à la Banque mondiale ou au PNUD, qui a aussi, au gouvernement turc, aidé à surmonter une grave crise financière. Donc, ce qu'il peut dire aujourd'hui et ce sur quoi il travaille aujourd'hui à la Brookings Institution est particulièrement intéressant. Kemal, vous avez donc 7 minutes comme les orateurs précédents. Merci beaucoup Sylvie et merci à tous ceux qui ont organisé cette belle rencontre. J'aimerais peut-être souligner 3 points. On parle de l'État, mais je pense qu'il est très important à ce début du XXIe siècle de distinguer 4 niveaux de gouvernance ou de fonction publique. Parce qu'on est dans un monde où je crois que ces 4 niveaux ont chacun leur importance et il faut que le citoyen arrive à débattre de ces 4 niveaux. Il y a le niveau local, la fonction publique. Local, la cité, la petite région. Il y a le niveau national, l'État-nation, et une trop grande partie de la discussion est axée directement sur l'État-nation. Il demeure très important, c'est le niveau encore, je dirais, en gros le plus important, et je ne pense pas du tout qu'il va disparaître, mais c'est un des 4 niveaux où les décisions se prennent, où les contraintes se posent. Le 3e niveau, c'est le niveau continental, qui est le plus développé dans l'Union européenne, mais qui existe aussi, par exemple, en Afrique. L'Afrique ne pourra que progresser si une certaine gouvernance continentale africaine, une coopération africaine se développe, surtout étant la taille de certains pays africains. Il y a l'Amérique latine, il y a des ensembles en Asie de l'Est, il y a le monde arabe. Donc il y a ces ensembles supranationaux, dont l'Europe, évidemment, est le laboratoire le plus avancé. Et puis, il y a le niveau mondial. Certains problèmes ne peuvent se traiter qu'au niveau mondial, ne peuvent se résoudre qu'au niveau mondial. Par exemple, le réchauffement climatique, par exemple, la protection contre le terrorisme nucléaire, les fléaux, les maladies infectieuses. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ce niveau-là. Or, la discussion politique, l'espace politique, vraiment se concentre soit sur le local, soit sur l'État-nation. Et je pense qu'une des frustrations justement du citoyen et des citoyennes, c'est que le niveau national ne peut plus répondre à toutes ces questions. Le local demeure très important, il ne faut pas du tout le sous-estimer, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se résoudre au niveau local, mais il y a ces 3 autres niveaux. Et si on arrivait à articuler notre discussion du rôle de la fonction publique, l'État, mais l'État, disons,
largement définie, l'action publique, la provision des biens publics, à ces 4 niveaux, et si on apprenait, disons, si la démocratie pouvait apprendre à discuter de ces 4 niveaux plus ou moins en même temps, en réalisant que chaque niveau peut cibler certains problèmes, mais qu'il faut d'autres niveaux pour d'autres problèmes, je crois qu'on fera un grand progrès dans cette discussion du rôle de l'État et de la fonction publique. Ça va être difficile. Toute politique est très locale et très nationale, l'État-nation demeure très fort, mais je pense que la crise européenne aujourd'hui est une crise qui nous annonce d'autres crises de ce genre. Les grandes décisions que doit prendre l'Europe et les pays et les États-nations européennes aujourd'hui, c'est justement à quel niveau mettre quelles décisions budgétaires, financières, etc. Donc je crois que c'est très très important de voir ce problème en ces 4 niveaux. Et ça reflète, disons, une situation de base qui est quand même assez grave, c'est que l'espace de décision économique et financier n'est plus du tout le même que l'espace politique. Or, démocratie veut dire que ces 2 espaces doivent être proches. La démocratie doit pouvoir influer sur les décisions économiques et financières et évidemment prendre en compte les contraintes aussi. Et là on a une disconnexion, je dirais géographique, qu'il faut surmonter, qu'on peut surmonter, mais je crois que ça sera la grande tâche de la première moitié de ce siècle. Deuxième point, c'est le problème de la solidarité sociale, du ciblage, de la gestion budgétaire. Alors, ce qu'on appelle quelquefois trop facilement le Washington Consensus, c'est un peu trop court pour décrire tout ça, mais il y a, par exemple, l'FMI, beaucoup d'organisations internationales, beaucoup de spécialistes économiques vont conseiller qu'il faut cibler les pauvres dans les problèmes, dans les parties les plus vulnérables de la société. Évidemment, c'est vrai. Un budget qui donne le même soutien, les mêmes subventions à tout le monde est injuste. Par exemple, les subventions à l'essence dans beaucoup de pays émergents, les subventions au pain qui parviennent aussi aux touristes en Égypte, par exemple. C'est vrai. Mais il ne faut pas aller non plus dans l'autre extrême, car il faut que la fonction de l'État, le soutien de l'État, des choses comme l'éducation nationale, la garde des petits-enfants, la santé, la sécurité, il faut que tous les citoyens se sentent concernés. Et si on va trop loin dans le ciblage, on divise la société en ceux qui ont des bénéfices de l'État et ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est, je crois, le suicide de l'État solidaire et de la communauté solidaire. Alors, je pense que la solution, c'est qu'il y a un État qui a la solidarité nationale et quelquefois locale et quelquefois continentale et même mondiale, que ceux qui sont les plus vulnérables en profitent le plus, reçoivent plus de subventions, mais que ces systèmes demeurent universels. Il ne faut pas que tous les riches en Amérique mettent leurs enfants dans les écoles privées et tous les pauvres dans les écoles publiques. Il ne faut pas que la santé pour les riches soit un système complètement différent que la santé pour les pauvres. Les pays scandinaves, en gros, j'exagère peut-être un peu, mais le citoyen en Suède ou en Norvège, il aime beaucoup plus payer ses impôts que le citoyen américain, parce qu'il sent que les services publics vont lui profiter directement, et à ses enfants et à sa famille. Et je crois que ça c'est très important, et je crois que l'intégrisme du marché et les économistes néolibéraux ne donnent pas assez d'importance et essayent de minimiser ce côté de solidarité nationale. Et dernier point, dans cet espace politique, et je suis un peu ce qu'a dit le professeur Frieden, mais j'aimerais souligner que la capture dont il a parlé, c'est vrai que souvent des intérêts, disons, de syndicats qui ne comprennent pas tout le monde, etc., ont capturé certains avantages. Mais la plus grande capture de l'État, surtout aux États-Unis, c'est les super riches qui ont capturé l'État. Combien d'argent faut-il dépenser pour se faire élire aujourd'hui au Congrès ou à la présidence ? Donc, je pense que vous savez que la part du 1% des plus riches aux États-Unis est passée d'environ 8%, grosso modo, au début des années 80, fin années 70, à plus de 20% aujourd'hui. Et c'est un phénomène pas totalement mondial. La France y échappe, heureusement, encore.
mais c'est un phénomène qui grandit à travers le monde. Donc voilà, quand on parle de la capture de l'État, je crois que le plus grand danger, en fait, c'est la capture de l'État par les super riches. Merci beaucoup, Kemal. Nous allons maintenant regarder l'Europe d'un petit peu plus près avec Antoine Gosset-Guinville qui dirige la Caisse des dépôts et consignations et qui est, je crois, l'incarnation de l'État français, de l'administration publique française at its best. Vous avez 7 minutes. Alors, je réfuterai bien sûr ce que vous venez de dire. C'est Christophe de Margerie qui me l'a dit. Ah oui, donc je le réfuterai d'autant plus. Merci beaucoup. Le paradoxe, c'est que le rôle de l'État, c'est un sujet dont on parle depuis des décennies, et pourtant, c'est aujourd'hui un sujet d'une brûlante actualité, et je pense que c'est même la question économique fondamentale, en particulier en Europe. Pourquoi ? Jusqu'en 2009, on a considéré peu à peu, et il y a un consensus qui s'est forgé en Europe pour considérer que le rôle de l'État, c'était avant tout d'ouvrir le marché. Les plus ouverts ou les plus progressistes voulaient bien dire que l'État devait faire un peu plus qu'ouvrir le marché, il devait construire un marché avec des règles, avec des disciplines, mais d'une manière ou d'une autre, le rôle de l'État se résumait de manière simple à la fonction de régulation. Avec la crise financière qui s'est développée à la fin de 2008 et dans les années qui ont suivi, la perspective a changé. Tout a changé en réalité. Et aujourd'hui, on réalise à nouveau que l'État ne peut plus se contenter de seulement réguler les marchés. Il doit agir pour compenser les défaillances du marché lorsque ces défaillances existent. Il doit être, d'une certaine manière, il doit être un État promoteur, comme Jacques Mistral l'a évoqué tout à l'heure. Et toute la difficulté vient du fait que ce rôle, cette restauration du rôle de l'État, pour reprendre le titre de notre panel, elle intervient dans un contexte financier tout à fait nouveau par rapport à ce qu'il y avait dans les décennies précédentes. Et ce contexte financier, c'est celui du surendettement des États, et en particulier de certains États, et donc de marges de manœuvre financière infiniment plus limitées, infiniment plus réduites que ce qu'il y avait par le passé. Donc l'État a un rôle renouvelé, a des missions qu'il doit jouer, mais il a moins les moyens de l'exercer qu'il ne pouvait en avoir par le passé. Et face à cette situation, il faut se poser une question simple, qui est de savoir quelles sont les missions indispensables de l'État. Alors quand je parle de l'État, je fais référence essentiellement au niveau national. Mais je ne rentre pas, et je pense que M. Derviche avait absolument raison de bien identifier les différents niveaux d'administration. Là, je ne rentre pas dans cette distinction-là, et je fais référence au rôle de l'État plutôt au niveau national, mais ensuite, dans la mise en œuvre des missions dont on va parler, il peut y avoir des justifications à travailler plutôt au plan local, plutôt au plan continental, selon les sujets évidemment. Donc s'interroger sur les missions indispensables de l'État, c'est faire ce qu'on appelle une analyse contrefactuelle, c'est-à-dire déterminer celles des missions, des besoins de la société et de l'économie qui ne peuvent pas être accomplis par quelqu'un d'autre que l'État, ou pour le dire autrement, qui ne seraient pas remplis si l'État ne les remplissait pas. Alors si on s'essaye aujourd'hui en Europe à cet exercice, on constate, et de manière peut-être un petit peu schématique, on constate qu'il y a 4 grandes missions qui incombent aux États. Une mission traditionnelle qui est garantir, assurer la cohésion sociale. Je n'insisterai pas là-dessus, ça n'est pas nouveau. La problématique aujourd'hui sur ce sujet, c'est celle de l'efficacité. La cohésion sociale, c'est une mission de l'État. Simplement, il faut qu'il s'organise pour l'exercer au meilleur coût et à des conditions qui pèsent le moins possible sur les entreprises et sur les citoyens sous forme de cotisations ou de prélèvements.
Et à côté de cette mission traditionnelle fondamentale qui reste, il y a aujourd'hui en Europe, je crois, 3 missions plus circonstancielles, toutes 3 très importantes. La première, c'est celle de la préservation du bon financement de l'économie. La seconde, c'est celle de l'accompagnement de la transition écologique, du basculement vers une économie verte. Et la troisième, c'est celle de la refondation d'un vrai projet européen, en particulier pour les pays de la zone euro. Quelques mots très rapides sur chacune de ces 3 missions. La préservation d'un bon financement de l'économie, c'est une exigence de premier rang. Une économie mal financée, c'est comme un corps humain mal irrigué, ça ne peut pas durer, il faut agir tout de suite, immédiatement, en urgence. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en Europe? C'est que nous avons 2 points de faiblesse, en particulier dans les pays qui sont très dépendants du financement bancaire. Le premier point de faiblesse, c'est les PME, les petites et moyennes entreprises. Ce sont elles qui souffrent le plus de la contraction du crédit bancaire. Et le deuxième point de faiblesse, c'est le financement de long terme, avec le repli de certains acteurs financiers, avec le durcissement des règles prudentielles en cours, l'horizon de financement des acteurs financiers classiques s'est rétréci, s'est raccourci, alors même que les besoins d'investissement de long terme sont très importants. Donc il faut, dans une situation comme celle-là, il incombe à l'État d'agir. En France, c'est le constat qui a été fait et qui a conduit à l'idée de créer une banque publique d'investissement à laquelle travaillent l'État et la Caisse des dépôts en partenariat. L'idée de cette banque publique d'investissement, ce n'est pas de se substituer au financement privé, c'est de corriger les faiblesses du marché là où elles existent et d'accompagner le financement privé et de faire en sorte qu'il augmente et qu'il s'accélère. Deuxième grande mission de l'État, je l'ai dit, c'est l'organisation de la transition écologique. Elle ne pourra pas se faire par le seul jeu des forces de marché. Pourquoi ? Parce que basculer vers l'économie verte, c'est accepter d'engager des investissements considérables dans les nouvelles technologies, dans les équipements économes d'énergie. C'est des investissements qui ont été chiffrés lors du dernier sommet de la Terre à Rio il y a 2 semaines dans un ordre de magnitude de 1 à 2% du PIB mondial. C'est des investissements qui peuvent être risqués et qui sont difficiles à réaliser parce que le marché a du mal à révéler le prix des externalités environnementales et sociales des investissements. Et donc, dans une situation comme celle-là, l'État doit agir via la fiscalité, via les normes, via la réglementation, via la promotion de l'investissement socialement responsable pour favoriser la prise de risque, l'investissement de long terme et les investissements qui permettent de développer ces technologies et ce nouveau modèle de développement. Dernier point enfin, rapidement, dernière mission des États européens aujourd'hui. Très rapidement, ça sera 30 secondes. Refonder le projet politique européen. Il y a 10 ans, l'Europe a fait le choix de l'intégration monétaire pour des très bonnes raisons économiques et politiques. Aujourd'hui, les agents économiques, les entreprises, les ménages ont besoin de savoir où la zone euro veut aller. Et ils ont compris, tout le monde a bien compris qu'il n'y aurait pas d'intégration monétaire efficace sans une intégration financière et une intégration politique. C'est un choix fondamental pour les États européens, peut-être la décision la plus importante pour eux à prendre depuis le traité de Rome. Là où l'Allemagne a accepté il y a 10 ans de partager sa souveraineté monétaire, il faut que les autres États européens, aujourd'hui, acceptent de partager leur souveraineté budgétaire. Si ce choix n'est pas fait, on ne sait pas où la zone euro ira. Voilà, donc vous voyez que l'agenda, la feuille de route des États européens, elle est extrêmement lourde, extrêmement sensible, extrêmement stratégique. Et on voit bien l'importance du rôle de l'État à la lumière de ces éléments. Merci beaucoup. Merci. Nous quittons provisoirement l'Europe.
mais nous restons dans les questions de financement avec Henri-Paul Rousseau. Henri-Paul Rousseau, nous avons un quota de femmes, nous avons aussi un quota de Canadiens sur ce panel, donc c'est notre deuxième Canadien. Il est vice-président du conseil de la Power Corporation of Canada, et qui est une holding active dans plusieurs secteurs. Il a donc une expérience très variée à partir de laquelle il peut nous parler du rôle de l'État justement dans ces questions, en particulier dans les besoins de financement de toutes les tâches qui incombent aujourd'hui au secteur public. Merci, madame. Je veux d'abord remercier le Cercle des économistes de leur invitation. Micro. Merci. Ça va? Alors, merci madame et merci au Cercle des économistes pour leur invitation. Je vais vous parler de concept qui s'appelle, et que nous appelons, la souricière du haut niveau de revenu, ou en anglais, the high income trap. Plusieurs de nos sociétés modernes sont politiquement bloquées et profondément divisées sur les causes et les solutions de la crise actuelle. De plus, il est devenu de plus en plus difficile, et on le sait, on vient de l'évoquer, aux dirigeants de l'Europe ou à ceux du G20, de s'entendre sur les sorties de crise, de les faire accepter à leurs concitoyens, et encore plus difficile encore, à leurs électeurs lorsqu'il vient le temps des élections. Mon collègue Richard Penn et moi, nous proposons bien candidement un nouveau concept, mais nous le proposons avec conviction, que plusieurs de nos sociétés de l'Ouest, sociétés occidentales, sont à une étape de leur développement économique où le piège de la souricière du haut niveau de vie les guette. Et que malheureusement, plusieurs pays sont tombés dans ce piège du high income trap. Nous recommandons donc au Cercle des économistes de retenir dans ses recommandations ce concept de la souricière du haut niveau de revenu afin d'aider les dirigeants d'Europe et du G20 à encadrer leurs discussions entre eux et à obtenir un plus large consensus dans chacun de leurs pays. En effet, la production et la large diffusion d'études, comme celle que Mme Bourgon a dirigée, on l'a vu dans son exposé, c'est très riche d'expérience. Bien là, nous proposons que ces études de comparaison entre les pays doivent être généralisées, doivent être diffusées, et diffusées très largement auprès des populations des médias pour alimenter un débat qui va permettre non seulement de refaire naître l'espoir et la confiance, mais aussi des consensus. Il est impossible de sortir de cette crise autrement que par un plus large consensus, comme on l'a vu dans certains pays, comme la Suède. Mais qu'est-ce que je vous parle que la souricière du haut niveau de revenu? Je vous rappelle, quand vous étiez à la petite école économique, on vous a parlé de la souricière de la pauvreté, c'est-à-dire lorsque les pays recherchent les moyens de démarrer leur économie, on appelle ça le poverty trap. Comment en sortir? On le sait maintenant, mais plusieurs pays ont pris du temps à sortir de cette souricière. Le deuxième concept qui a été avancé par les économistes et qui est encore pertinent, c'est celui de la souricière du middle income trap, c'est-à-dire la souricière du niveau de revenu moyen, où on dit, lorsque la richesse commence à se créer, si elle n'est pas bien répartie et si elle n'est pas bien encadrée, on n'arrive pas à créer cette classe moyenne, on n'arrive pas à passer à l'autre étape, qui est celle d'une économie développée. Et c'est controversé, mais en effet, il y a plusieurs études qui démontrent que même plusieurs pays qui sont aujourd'hui très riches, au sens où leurs gouvernements sont riches, mais les populations sont pauvres, n'ont pas encore frappé ce niveau de revenu moyen per capita, dont on dit aux environs de 7 000 à 8 000 par habitant. Alors, le concept de la souricière du haut niveau de revenu, c'est celui qui arrive lorsque les sociétés modernes deviennent à la fois plus riches et plus âgées. Et les deux phénomènes sont importants. On devient plus âgé lorsqu'on se déplace sur la trajectoire démographique d'une démographie traditionnelle, c'est-à-dire à une démographie moderne, et on passe par des étapes. On passe par des étapes où on est plus nombreux, plus jeunes, plus au travail et plus productifs. C'est le dividende démographique. À une autre étape qui est généralement celle où on est moins jeune, mais plus productif, mais plus riche. C'est celle du dividende économique. Et quand arrive cette deuxième période, on arrive à la troisième étape, où se pointe le piège de la souricière. C'est quoi le piège? C'est qu'on est moins nombreux au travail, plus nombreux à la retraite, plus endettés, et il y a un risque, comme au golf. Et c'est pas pour rien qu'on a pris le concept de la trappe. Hein, ceux qui ont joué au golf, qui jouent au golf, on dit souvent que le golf, l'image, c'est pour les personnes plus âgées et plus riches. Eh bien, la high income trap, c'est pour les pays plus âgés et plus riches.
Et on joue au golf, il y en a qui tombent dans la trappe, il y en a qui les font toutes, d'autres les font pas toutes, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, j'ai pris l'exemple dans le papier que vous pouvez lire du Japon. Pourquoi le Japon? C'est un pays où il y a à peu près peu d'immigration, peu d'endettement extérieur. Donc, on est en vase clos. Alors, c'est pas par hasard qu'au Japon, on n'a pris que 22 ans pour passer d'un taux de dépendance, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont dépendantes par rapport à ceux qui sont actifs, de 12% à 24%. En Angleterre, ça a pris 85 ans. Aux États-Unis, 60 ans. Chaque pays a son expérience. Donc, il y a de la variation entre les pays, mais aucun pays n'échappe à ce phénomène que lorsqu'on devient plus riche, on devient plus vieux, et lorsqu'on devient plus vieux, on devient aussi dans une situation où l'économie change. À quel niveau? Le vieillissement de la population a donc un effet sur l'offre de travail, et le vieillissement de la population a aussi un effet sur la demande pour les services de santé, de retraite et les dépenses publiques. On arrive maintenant au financement. On les finance au même moment. À ce moment-là, on doit hausser les impôts. Et la hausse d'impôts crée aussi des effets qu'on connaît de supply side, c'est-à-dire d'offre, de réduction de l'offre de travail et de l'offre de capital, et on s'aperçoit que l'assiette fiscale réduit au moment même où les dépenses augmentent. Il reste une solution, l'endettement, et c'est là qu'on est dans le piège. Certains pays s'en sortent. L'expérience de la Suède, et l'ambassadeur, je suis certain, va nous en parler, est extrêmement éloquente parce qu'elle fait le point mieux que je pourrais vous le faire, à l'effet que pour sortir de cette crise, ça prend des consensus. Et pour nous, pour bâtir un consensus, il faut s'entendre sur le diagnostic avant l'opération, avant l'intervention. Et pour un diagnostic consensuel, on propose que ce concept de souricière du haut niveau de revenus soit au centre des études pour comparer les pays les uns aux autres et pour faire en sorte que le débat public médiatique soit encadré, parce qu'autrement, sans un encadrement de ce débat de façon qu'on puisse parler de la même chose, il sera difficile d'entrevoir des solutions. Merci. Merci. Gunnar Lund va nous expliquer sans doute pourquoi les Suédois aiment tant payer leurs impôts. Merci. Je vais essayer de dire quelques mots sur notre expérience en Suède, en ce qui concerne l'État-providence et ce fameux modèle suédois. Et chez nous, nous avons vécu, comme vous le savez probablement, une crise très profonde, économique et financière, au début des années 90. Et sous des gouvernements de couleurs politiques diverses, nous poursuivons depuis cette crise-là une politique de réforme de l'État très déterminée. Avant la crise, nous avions vécu clairement au-dessus de nos moyens pendant très longtemps, et nous avons été contraints tout simplement de prendre des mesures drastiques à cette époque-là pour retrouver l'équilibre. L'année passée, ici à Aix, j'ai eu l'occasion de décrire en détail cette politique et ses résultats tout à fait impressionnants. Il suffit ici de rappeler deux exemples. Nous avons ramené les dépenses publiques en Suède qui avaient atteint un niveau de plus de 65% du PIB, au-dessous de 50% aujourd'hui. Ça fait presque 15% du PIB. Avant la crise, nous avions 600 000 fonctionnaires dans nos administrations, et aujourd'hui, nous en avons 240 000. Tout ce processus et cette expérience est assez bien connue, non seulement en Suède, mais ailleurs maintenant. Mais parfois, je vois un risque qu'on donne un peu trop l'impression que nous avons été forcés par des facteurs extérieurs ou par le marché d'effectuer des réductions. La politique est décrite comme une gigantesque opération de sauvetage. Et nous avons sauvé le modèle suédois en le, comme on dit en anglais, cutting down to size. Mais cette analyse, à mon avis, n'est pas entièrement correcte et cache probablement une réalité plus intéressante et peut-être plus fondamentale. Si ces réformes consistaient seulement à faire face à une moins bonne conjoncture, pourquoi ne sommes-nous pas revenus tout simplement au modèle que nous avions lorsque les conditions économiques le permettaient? Mais ce n'est pas du tout ça que nous avons fait. Au contraire, nous avons continué de simplifier, rationaliser
et réformée, alors même que les finances publiques étaient excédentaires. Et l'opinion publique, il faut le noter, a soutenu une telle politique et même de temps en temps récompensé les partis politiques qui ont voulu aller plus loin. Il faut se demander alors si nous faisons face plutôt à un changement de caractère presque idéologique qui a modifié notre façon de voir l'État et son rôle. Un changement provoqué et accéléré bien sûr par la crise, mais qui au fond n'en découlait pas nécessairement. Je m'explique. Pendant longtemps, la discussion sur le rôle de l'État en Suède, comme ailleurs d'ailleurs, était liée à la notion de liberté individuelle d'un côté et au niveau d'imposition de l'autre. Les deux étaient bien sûr en opposition. Des impôts élevés semblaient aller à l'encontre de l'initiative personnelle et de la responsabilité individuelle, tandis que de faibles impôts exprimaient la croyance en la possibilité de l'individu de contrôler son avenir. La discussion, bien sûr, a évolué, et je pense que notre discussion aujourd'hui ici en témoigne. On se rend compte qu'un État fort ne mène pas nécessairement au conformisme, mais peut contribuer à la liberté et à l'individualisme. En Suède, notre pression fiscale, même si elle a été diminuée, reste parmi les plus élevées du monde, mais en même temps, nous sommes en tête des classements internationaux en matière d'individualisme, créativité et capacité d'innovation. Cette idée qu'il n'y a pas forcément antagonisme entre l'État et l'individualisme est, je pense, déterminante pour l'évolution du modèle suédois. Le défi est bien sûr de trouver le bon dosage entre la taille et la fonction. L'État doit être suffisamment grand pour assurer une certaine sécurité, mais pas trop pour ne pas susciter un sentiment d'assistanat. Les individus doivent oser créer des entreprises et prendre des risques, tout en sachant qu'il y a un filet de protection en cas de problème. Mais il faut aussi que ces individus aussi sachent que si les affaires marchent, l'État ne veut pas tout prendre sous forme d'impôts. Auparavant, on défendait les qualités statiques de l'État. Il était fiable, sûr, sécurisant. Maintenant, on met en avant des qualités dynamiques, sa capacité de prévoir et opérer des changements. Dans cette perspective, la vision du bien-être que l'État peut garantir a changé. Les électeurs ne veulent pas forcément voir un grand secteur public et des transferts très importants, mais plutôt des institutions puissantes et stables qui donnent la possibilité de faire face à un environnement qui est devenu instable et incertain. La volatilité dont vous avez parlé, Madame Bourgon. Au moins, c'est l'évidence dans les pays nordiques qui sont petits et dépendent de l'économie du reste du monde. Ces dernières années nous ont montré que des institutions légitimes et efficaces, avec bien sûr un système politique participatif, sont le meilleur moyen de faire face, par exemple, aux fluctuations de la conjoncture ou aux crises financières. En Suède, et je finis bientôt, ça se voit dans un cadre institutionnel fort et indépendant, avec des autorités et des agences sous un contrôle politique, mais libres dans l'exécution de leurs tâches. Également, je suis convaincu que des modifications à plus long terme, les réformes structurelles, comme on les appelle, nécessitent des institutions fortes et durables pour être mises en œuvre. Ici, je dois ajouter le rôle clé, à mon avis, c'est le cas dans notre modèle, joué par le partenaire social et la société civile pour nourrir une interaction fructueuse avec l'État et ses institutions. Le rôle de l'État, finalement, est aussi de plus en plus important sur le plan psychologique, comme porteur d'identité et de valeurs nationales. On parle de la marque ou de l'image d'une nation, ce que nous sommes, les valeurs auxquelles nous voulons être associés. L'État a un rôle pour aller de l'avant dans la promotion des droits humains, égalité, la responsabilité sociale. L'identité créée par l'État est, à mon avis, devenue de plus en plus importante pour le bien-être des citoyens, mais aussi dans une perspective économique, bien sûr, pour attirer des investisseurs, pour attirer des chercheurs et des entrepreneurs. C'est peut-être l'État promoteur dont vous parliez tout à l'heure. Pour conclure mon message, dans ce temps très marqué par la crise de la dette, c'est de ne pas seulement penser à un redressement des financiers de l'État, bien sûr il faut y penser et il faut le faire
le redressement des finances de l'État, mais il faut aussi en même temps repenser le rôle de l'État. Merci. Merci. Nous passons maintenant au monde émergent avec nos deux derniers orateurs. Donc d'abord Jorge Londono Saldarriaga, qui a été longtemps le patron de la banque Bancolombia et qui dirige aujourd'hui les institutions chargées par le gouvernement colombien de la reconstruction après le désastre de la Niña. La parole est à vous. Okay. Thank you. I'm very grateful to the Circled Economists for inviting me to this forum, and I would like to share with you my views in three topics which are very much related. The first one are the characteristics of the Colombian economy, the management of the microeconomy in Colombia, and certainly in many countries in Latin America, which I attempt to show that are well-managed economies. So well managed that we were safe from the most rigorous effects of the current crisis. But secondly, I want to talk about the disasters. Something will have to happen. Not everything is so perfect. And Colombia suffered a disaster particularly during the end of 2010 and the first half of 2011 due to an event of the Niña phenomenon, which brought a lot of rain, unprecedented rain and flooding on the country. And that was a very significant disaster in which the government had to act. And thirdly, I would like to say a word about the importance of acting in the most modern way. Emerging economies, we used to be called undeveloped economies. Now it's very refreshing to be called emerging economies. Emerging economies had the need of the highest efficiency in all what they do because they are poor economies. And therefore, the effect has to take advantage of all the potentialities that the new technology gives to us. So, the first thing is that the Colombian economy looks well today. It has been growing by more than 4% during this century. And it has been having a very good progress in the income per capita. We have $7,000 of per capita income according to last year's figures. And foreign direct investment has been growing nicely and healthily. Last year we had an increase of almost a double in the foreign direct investment, when in the world foreign direct investment only grew by 16%. Nevertheless, it is relevant to show that that is the effect of the managing of the microeconomy. The country has a good fiscal policy, which is oriented to have less than 20% of total debt over GDP. Right now, we are below 10%. Total foreign debt of the company, not only public debt, but total foreign debt is at 24%. So it's manageable and is being managed. The truly independent central bank has guaranteed that the monetary situation is well managed. Inflation for Latin America to have less than 6% inflation as Colombia has had during this century is a great achievement. Colombia has never had those Brazilian and Chilean inflation over 1,000 or Argentine inflation over 1,000 per year. But we have, nevertheless, a very high inflation of more than 20% for many, many years, and it was quite difficult to lower it. So we are very happy that apparently we have been entering a period of long-term, low types of inflation. And together with this foreign direct investment growth, there is also a very healthy trend of establishing free trade agreements. Colombia will have, hopefully, in 2014, free trade agreements with countries which population is equivalent to 1.5 billion people.
not including China into that, but hopefully China is also going to go into a free trade agreement with Colombia. But that gives Colombia the opportunity of certainly competing for a beautiful and very huge market for its exports, and it could fuel the economy for the years to come. Let me go now to what is the main part of my intervention. In 2010 and 2011, as I mentioned at the beginning, Colombia suffered a great disaster. 4 million people, almost a tenth of our 46 million population, was affected by flooding and by disasters, and 2.5 million were permanently affected. So the government, Colombia had a good system of disaster intervention, but it was overwhelmed by the size of the disaster. So the government created a couple of institutions, temporary institutions, to manage the reaction to the disaster, and I was asked to preside over them. One, to manage the short-term intervention, and one, to manage the long-term, the risk prevention and the long-term structural correction of what happened. That was a huge undertaking, which placed the government under quite a big stress. How was the government going to react to that? And that was a tremendous challenge of logistics and administrative capacity. And we understood that what we had to do was to take the state to the people through the network of the state, using from the national administration infrastructure to the local administration infrastructure to do that. It's surprising to see how much jealous and how much sort of prevention there is when the state has to use its entire infrastructure for acting. But it was successful, and I am very happy to say that we were able to manage the attention to this disaster, to distribute 38,000 tons of food. Just that means like about a huge undertaking in a country that was flooded and that was attempted to distribute food to people that has very different cultures around Colombia. So it was not the same type of food for everybody. It was a different type of food for each family and in each town. But we also were able to manage the recovery by the construction of very good 7,000 small projects of infrastructure, repairing what had been damaged, and doing what the people require for maintaining its basic rights. And on the long term, the first thing that we attempted was to construct the institutionality of the government so that if this happens again, and it will happen again, we won't have to create a new institution and to put a banker in front of it or someone who knows better. But anyway, that there is an institution that is going to be able to spring up to the challenge of a new disaster quite quickly and not to be created especially for that sort of disaster. But we are also facing the need to construction of the risk prevention infrastructure for the country. And that's where my last point come out, because we were flooded because the rain was too high, but we were flooded mainly because we didn't have the use of the right technology to prevent that to happen. And we do have the technology. We can see it around the world, and we have people in Colombia that knows about it. And what we are trying to do is to incorporate that technology for the solution of our situation. What the so-called smart infrastructure, which is nothing else than make the linkage between the information technology and the most advanced technology that there is in the world, to do each and every one of the infrastructures that we have to build, allow us to do it more efficiently and more adequately to the conditions of a country like Colombia. So that was what I
wanted to tell to you, Colombia is a well-managed country, has been reacting to a disaster which took us by surprise and overwhelmed our capacity, but we have reacted to it well and have created some capacity so that the next time we will be able to do it faster. Thank you. Last but not least, nous avons maintenant Fu Jun, qui est doyen de l'école d'administration publique de l'Université de Pékin et qui va donc nous parler de ce sujet qui nous fascine tous maintenant, qui est comment l'État chinois gère sa spectaculaire émergence de l'économie chinoise. Merci à tous d'avoir à peu près respecté, je crois, vos délais, et il nous restera un petit peu de temps pour le débat, donc si notre dernier orateur peut être aussi scrupuleux que ses prédécesseurs, ça sera fantastique. Merci. Thank you. I would express my thanks to the Circle of Economists for inviting me to be here to share my thought on the role of the state. My comments will be composed of 3 parts. First, I will be very brief in terms of a theoretical exposition of the role of the state. Why I do that? I think then we would be in a better position to understand the China story. The second part of my comments will be my observation of what has transpired in China, in particular without my attention to the role of the state to explain the very dramatic growth in China. Then I will conclude. In terms of theoretical exposition about the necessity of the role of the state, I think the best place to start is for us to read the nature of the firm, a brilliant piece by Ronald Coase. Ronald Coase, by the way, is a Nobel Prize winner. He starts with his observation: if there is no state, the market cannot operate smoothly. Although he was talking about the firm is by nature another hierarchy. So his question is, where do we draw the line between hierarchy, the hierarchical institution? The same logic applies to the state, and also the marketplace. It's a horizontal institutional arrangements. And his question actually is very simple. Without the hierarchy, the market will incur transaction cost. It's not free. It will be enormous transaction cost. So theoretically, we need to have a hierarchy to reduce transaction cost. And the firm will be there to internalize some of the horizontal institutional arrangements. Well, he won a Nobel Prize without giving answers to that question. Questions are very important. But equally brilliantly, the theoretical answer was provided by another Nobel Prize winner by the name of Douglas North. And the North answer is that to build a hierarchy that would incur management cost. Without that hierarchy, of course, that would incur transaction cost. But where do we find the good fit between the two parts? And the North answer, theoretically, I emphasize, is that when management cost equals transaction cost, then you have a good fit. I have noticed when I look at the title of this session, it's called Restoring the Role of the State. But I prefer to use the word recalibrating the role of the state. In times of economic slowdowns, it probably would be easy for us to assume we need to bring the state back in. But theoretically, it's not necessarily the case, depending on whether we have that good fit. Now, with that very brief theoretical exposition, let me offer my observation of the China story. I have heard the word repeatedly, China is a state capitalism. But when you argue that China is a case led by the state, then I would counter-argue by saying 30 years ago, China was more of a case of a state-led example than China is today.
In other words, dynamically, we have been moving from a very hierarchical, state-centric system to a less state-centric system. And that, in a very deep way, explains the very dramatic growth rates that we have observed in China. And without that observation, it would be very misleading for us to believe, because of a very powerful state, we have accomplished what we have accomplished. The truth is the opposite. Now, when you look at the aggregate size of the Chinese GDP, China now is number 2. But then, when you look at GDP per capita, China's case continues to be below world average. But when I look at the history of economic reforms in China, what we have been doing is to have been successful in marketized the goodies, the commodities, but without a corresponding marketization of factors of production. In other words, we are halfway between the central planning system and a market-oriented system. And that, in a way, explains why, in terms of efficiency, we continue to be below world average. But when you marketize commodities without marketization of factors of production, what is the implication? For someone to have access to both markets of goods, markets of factors of production that continue to be controlled by the state, the hierarchy, it is so easy for that someone to strike rich. But the implication of that is it is going to drive apart the gap between rich and the poor. And 2 implications for that process. One is it will give rise to inefficiency. The other implication is it will give rise to corruption. So for Chinese to continue to move towards a model of efficiency, it is very easy in that theoretical framework to understand. Now we have done the marketization of the goods. We need to work hard to marketize factors of production. In other words, we need to recalibrate the role of the state vis-a-vis that of the market. Now let me conclude by saying that the state is the solution, and that the state is also the problem. Depending on where you are in the pendulum between the state and the market, even though theoretically very long term we may have one model, but in practice, one model does not fit all. Thank you very much. Des questions dans la salle. Je crois que nous avons un micro qui circule. Allez-y, monsieur. Oui. Je voulais poser une question à Antoine Gosset-Grainville. Une autre personnalité de l'État français a parlé d'un État entrepreneur. Est-ce que ça recouvre la notion de l'État promoteur? Et comment vous voyez le rôle de l'État en tant qu'entrepreneur? Bon, alors je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans des concepts. Ce qui est important, en tout cas dans ma vision des choses, c'est que l'État n'a pas vocation, je crois, à se substituer aux acteurs privés. D'abord, on l'a dit, il n'en a plus les moyens, et ensuite, il n'est pas forcément plus efficace que des acteurs privés. En revanche, il a un rôle important à jouer pour catalyser l'initiative privée, pour l'impulser, pour jouer un rôle de levier. Et c'est pour cette raison-là que j'avais utilisé le mot d'État promoteur. Oui, monsieur ici. Ah, pardon. Oui, bonjour. La question s'adresse à monsieur Fun Jun. Si on écoute bien la tonalité du
du panel. Notre vieille Europe dirait que vous avez fait la partie la plus simple du chemin, puisque vous allez devenir vieux, riche, jouer au golf et vous ennuyer. La Suisse ou Monaco, on connaît bien. Moi, ce que je voulais savoir, c'est de la position où vous êtes. Est-ce que vous pensez que vous allez être rattrapé d'abord par l'hyperinflation ou par la libéralisation, c'est-à-dire un nouveau Tiananmen? Parce que vu d'ici, on comprend bien qu'il y a à peu près 300 millions sur les 1,3 milliard de Chinois qui sont dans le mouvement. Et on ne voit pas comment ça peut continuer indéfiniment. Donc je voulais avoir votre avis sur cette question. C'est une question très simple. Hein. I tend to be a bit concerned about our own model. When you say the word model, I wouldn't argue that we have a model. When we have been moving from a central planning system to a market, liberal plus liberal democracy system, we have a unique strategy. Strategy is different from a model. So I would make a distinction between a model of growth and the model of efficiency. Starting from a very low base, we may have the right strategy to move from a point A to point B so that we have experienced very dramatic growth. But measured by efficiency, that model, if we call that a model, continued to be very low. So theoretically, in my mind, there is no question we should be determined to continue to move towards a model of market based on liberal democracy. In other words, you have two sides of the same coin, market and the rule of law. If we are not successful in achieving that, we continue to face the prospect of middle income trap. May I add one question? You said in your presentation that the state is the solution but also the problem. Could you elaborate on this? Well, when we... Simple question, but it's a very, very profound question. Market is based on respect and the protection of property rights. But when you argue for protection, that calls for a hierarchy. So state in that sense is the solution. If we argue market also requires rule of law, behind the rule of law, that has the shadow of a hierarchy. So state is the solution. But the state is sort of also a problem. When the state meddles into the marketplace too much, not purely as a rule maker, but also as a player, but also to have a high degree of possession of factors of production, that would give rise to corruption and inefficiency. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, je vous en prie. Pour être bien sûr que je n'ai pas parlé de golf uniquement, je veux faire une nuance importante. Par manque de temps, je n'ai pas pu la faire, mais elle est importante. Il y a des pays qui ont réussi à ne pas tomber dans la trappe. Il y a des raisons. Par exemple, ceux qui ont eu des crises financières quand la planète allait mieux, c'est le cas du Canada, de la Norvège, pas de la Norvège, mais de la Suède, de l'Australie. Par chance, la crise est arrivée avant, et à ce moment-là, c'est les autres pays qui ont pointé du doigt. Le Canada est un bon élève maintenant, mais en les années 90, le FMI, rappelez-vous, nous pointait du doigt. Donc on a fait nos trucs comme d'autres pays. Deuxièmement, il y a des pays qui sont chanceux, c'est comme au golf, parce qu'ils ont des dotations en matières premières. Le Canada est dans ce cas-là, l'Australie et d'autres, au moment même où le reste de la planète est en émergence et se demande ces matières premières. Donc il y a un effet de terme d'échange qui rend les choses plus faciles. Si bien que c'est pas automatique, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une dynamique inhérente aux sociétés qui deviennent riches et en même temps plus vieilles, et le processus politique est généralement plus court que ce processus économique fondamental de société, et tout comme le cycle économique est plus court. Donc, il y a, semble-t-il, personne qui est en charge
de considérer ce phénomène de long terme, et c'est pourquoi on peut tomber dans cette souricière sans s'en rendre compte, et l'exemple du Japon et d'autres pays démontre que lorsqu'on est dedans, c'est extrêmement difficile d'en sortir, et c'est pour ça qu'il faut rapidement apercevoir qu'il y a des lumières jaunes lorsque la trappe se présente, autrement la sortie est extrêmement difficile. Sorry, Steve. Je crois que notre temps est terminé et je vais donner donc la parole à Jacques Mistral pour conclure. Non, je pense qu'il faut se séparer sur toutes ces réflexions qui répondaient bien au programme que nous souhaitions organiser. Et je vous invite simplement à remercier les panélistes qui sont venus de la terre entière, pratiquement, pour partager leur expérience. Merci beaucoup à tous.